Bonjour à tout le monde. Bonjour. On va commencer ce webinaire de recettes et d'infrastructures. Tout d'abord, on doit remercier la mairie de Jaca pour nous prêter les installations parce qu'ils ont une connexion à Internet beaucoup mieux que la nôtre. Les personnes qui vont intervenir aujourd'hui, c'est ma collègue Concepción Baraja, c'est la responsable financière de l'autorité de gestion du programme POCTEFA, et Adèle Voyeux du KPMG France. Tout à droite, vous pouvez voir une colonne avec un chat. C'est ici que vous pouvez envoyer votre question. Par exemple, il y a une personne déjà qui vient de se présenter. D'accord? Donc, c'est ici que vous pouvez écrire votre question et notre collègue Concepción va répondre. Et aussi d'autres collègues qui vont vous écrire et vous répondre via chat. D'accord? Merci. Concepción. Bien, bonjour à tous et à toutes. Concha Baraja pour faire un petit peu plus facile pour vous. Merci de votre assistance à ce webinaire sur les infrastructures et les recettes. Nous avons déterminé avec l'autorité de gestion et le secrétariat conjoint que cette thématique dans la gestion du programme POCTEFA et dans vos remontées de dépenses nécessitait de certains éclaircissements et de notre part de votre activité, réactivité et association plus conjointe avec les gestionnaires de projets et le programme pour répondre en fait aux réglementations qui nous incombent dans la gestion des projets. Donc, on a une petite présentation à vous faire qui est assez théorique. Donc, je demande votre indulgence, mais la thématique le requiert. Nous avons l'assistance de KPMG tout au long en fait de ce process et de vos déclarations. Et a posteriori, nous espérons que vous puissiez en fait prendre cette thématique et la traiter d'une façon concrète et approfondie et la travailler avec nous, avec le contrôleur, éclairer vos doutes et qu'en fait, tous les projets répondent d'une façon solide dans leur dossier aux questions qui sont en fait ouvertes et au-delà d'une déclaration de oui, non, nous sommes générateurs ou non de recettes, il faut qu'on argumente derrière tout cela. Alors, je vais partager la présentation et si nos collègues de KPMG à Paris veulent intervenir ou si vous avez des questions, je vous invite en fait à utiliser le chat. Vous n'êtes pas beaucoup connectés, donc ça devrait être assez facile de pouvoir faire une interaction, je dirais presque à la carte avec vous. Bien. Voilà, donc cette présentation, elle se compose, a pour objectif premier la valorisation des recettes pour les projets avec des infrastructures. Nous avons ciblé en fait le webinaire sur les projets avec des infrastructures, sachant qu'il y a plus de risques qu'il y ait une application du règlement des recettes, ce qui n'exclut pas en fait les projets qui n'ont pas d'infrastructure ou les bénéficiaires qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas été invités, qui sont vos collègues et qui effectivement, à travers le projet et leur mode d'exploitation, vont éventuellement générer des recettes. Le risque est moindre, mais il existe quand même. Bien. L'index un petit peu de cette présentation, bon, c'est des récapitulatifs de concepts financiers, je vais vous expliquer pourquoi. Le lien du kit des recettes qui est dans le guide du porteur de projet dans la web POCTEFA qui a plusieurs fichiers, une infographie et un tableau Excel à compléter qui est le calcul déficit de financement.
dont nous allons balayer les différentes colonnes et les différents éléments à travers un exemple. Donc, en fait, les points 2 à 5 sont des définitions qui alimentent l'exemple qui est donné par la suite. Je vais jongler un petit peu entre les uns et les autres et un élément de conclusion. Bien. Ce récapitulatif de concepts financiers qui constitue le support de la piste d'audit, je l'ai laissé là pour que si les personnes qui sont sur le webinaire ou qui après vont utiliser la présentation dans le cadre de la gestion de leur projet, puissent le passer à des personnes financières ou non financières. Donc, je voulais en fait expliquer que dans cette comptabilité séparée qui est tenue d'être maintenue par chaque projet conformément à la réglementation actuelle, il se dégage un compte de résultats potentiel qui va être composé en fait d'entrées et de sorties ou de recettes et de dépenses. Donc, ce document complémentaire que l'on va estimer ou que l'on va calculer pendant ou après la vie du projet, c'est en fait un compte de résultats de la comptabilité séparée du projet, au-delà des dépenses qui sont certifiées. Donc, ce document, en fait, ici, j'ai simplement voulu rappeler des définitions de comptabilité, de la composition du compte de résultats, simplement sachant qu'il y a des comptes de produits et des comptes de charges et que les valeurs, en fait, que vous allez supporter quand vous allez déclarer les recettes pendant ou après, quand elles sont réelles, non estimées réelles, elles vont correspondre en fait à ces comptes de produits et ces comptes de charges dans la comptabilité séparée du projet. Bien. C'est bien. Je donnerai un exemple concret après. Bien, le kit des recettes, le lien est donc dans la documentation du porteur de projet que je fais figurer ici dans la web Poctefa. Il se compose d'une infographie dont je vais récapituler certains éléments juste après. Et il aussi inclut cette feuille Excel. Bien. Génération de recettes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être une définition que certains peuvent interpréter d'une façon très différente. Alors, on va essayer de cibler un petit peu le sujet. Il est indiqué qu'il y a une obligation de rechercher toutes sortes d'entrées de fonds, qu'elles proviennent directement des utilisateurs, qui vont se bénéficier de la mise en activité du projet ou du mode d'exploitation, ou qu'il s'agisse de contributions privées ou publiques ou d'autres gains financiers, à savoir une cession à une entreprise, une cession à un organisme qui va exploiter et qui va donner un retour de fonds au bénéficiaire qui a supporté l'investissement et qui a lancé le projet. C'est pour ça qu'on a en fait une projection temporelle qui est très importante à tenir en compte. Alors, il faut absolument exclure tous les montants qui sont considérés comme des cofinancements au taux d'intervention FEDER du Poctefa, en général 65%. Donc, tout ce qui est cofinancement pour arriver à exécuter le projet ou autofinancement pour arriver à exécuter le projet est effectivement une entrée de fonds, mais une entrée de fonds pour que le projet puisse aboutir et être mené à terme. Pas une entrée de fonds de par la nature du projet qui vit et qui, entre guillemets, fait des petits. Donc, on exclut les cofinancements et les autofinancements. Ça, c'est une question qui a été soulevée en amont. La partie des cofinancements doit être dans la déclaration de dépenses et de financement au moment où vous faites la déclaration dans SIGEFA. Il y a dans le module, au moment de faire la déclaration, là, vous allez joindre vos cofinancements avec la pièce justificative. Les autofinancements ne doivent pas être déclarés. Donc ça, c'est quelque chose de différent à la génération de recettes. Bien. Et l'autre élément à tenir en compte, c'est que cette génération de recettes, ces entrées de trésorerie,
doivent être déterminés sur la base de la méthode incrémentale, c'est-à-dire en comparant la situation avant le projet et après le projet. Quelle était la situation du marché, quelle était la situation de l'activité économique, sociale, culturelle qui existait avant le projet et quelle est celle qui résulte après le projet et éventuellement implique une entrée de fonds ou un mouvement de fonds au niveau soit du bénéficiaire ou d'autres institutions ou entités qui sont en fait liées à l'activité, la mise en exploitation ou se bénéficient d'une façon directe ou moins directe ou plus indirecte du projet qui a été financé à travers POCTEFA. Donc, j'espère que cela éclaire un petit peu et cerne le sujet dont on est en train de traiter. Bien alors, ici j'ai repris l'infographie qui ne rentrait pas et qui se voyait mal. On va distinguer les recettes ou les flux de fonds qui arrivent pendant le projet. Donc, il y a une limite de la réglementation qui est à 50 000 €, mais il n'y a pratiquement aucun projet, enfin, il n'y a aucun projet qui est en dessous de cette limite. Tous nos coûts d'opération des projets sont bien plus élevés. Donc, au-dessus de 50 000 €, s'il y a une génération de flux de trésorerie qui s'opère pendant la vie des projets, il faut l'inclure dans la déclaration de dépenses SIGEFA. Et si cela n'a pas été fait dans les déclarations de dépenses que vous avez déjà soumises, de façon obligatoire et complète, c'est-à-dire accumulative, dans la dernière déclaration de dépenses, avec les justificatifs. Donc, si par exemple, vous avez réhabilité, je donne un exemple concret, une partie du projet pour la première année d'un bâtiment et qu'il y a eu une exposition et qu'il y a eu 200 personnes avec 5 € le ticket, vous avez donc un flux de trésorerie qui rentre dans votre compte de résultat pour 1 000 €. Il faut les déclarer avec les justificatifs de la valorisation de ces personnes, de ces 1 000 € qui ont été comptabilisés. Par contre, si vous avez ces 1 000 € et que vous avez dû engager une personne qui fait la billetterie, ben vous allez mettre les entrées de fonds et vous allez dire oui, mais j'avais des dépenses de cette personne qui a été là pendant le temps de l'exposition, mettons 2 jours, et chaque jour, le coût de cette personne était de 500 €. Ah ben, en fait, j'ai perçu 1 000 €, j'ai dépensé 1 000 €, ben j'ai rien. Mais il faut apporter chaque élément d'une façon dissociée à la déclaration de dépenses pendant la vie du projet. Dans le cadre de recettes qui sont pendant et après la vie du projet, ce qui peut être le cas, mais surtout lié aux infrastructures qui donc mettent un certain temps à être réalisées, d'où les 3 ans, voire 4 ans selon les cas, en cas de prolongement du projet. On va arriver à une situation de mise en service de ces investissements, de ces infrastructures qui peuvent ou ne peuvent pas nous générer des recettes, mais qu'il faut traiter d'une façon en fait détaillée et argumentée. Bien, là aussi, il y a une limite de par le règlement sur la base du plafond d'1 million €. Ce qui, en général, enfin, qui n'est pas notre cas. Nous n'avons pas de projet qui, par rapport aux infrastructures, soit en dessous du million. Donc, on se retrouve dans le cas de figure du montant supérieur à 1 million. Vous voyez, j'ai mis en fait le verbe prouver. Il doit être prouvé que le projet n'aura aucun revenu. Ce n'est pas seulement une déclaration. Cette déclaration doit être argumentée et avoir un fondement avec des explications et des valeurs qui permettent en fait de solidifier aux contrôleurs et à la gestion du programme que la non-génération de recettes est correcte, n'est pas déclarative.
Et tout ce qui est au-dessus d'1 million, des projets d'1 million, donc la majorité d'entre vous, l'outil qui doit être utilisé, le kit recette qui est mis à votre disposition et qui est à mettre à jour à chaque certification avec les nouveaux éléments qui vont être connus, sachant que si on ne peut pas estimer ces éléments, ces preuves explicatives, il faut aussi justifier pourquoi on ne peut pas les estimer. Donc, si on ne peut pas les estimer, on explique pourquoi. Si on a certains éléments et qu'ils sont provisionnels, on commence avec eux et on les actualise au fur et à mesure de la vie du projet et surtout à la fin de la vie du projet et encore 3 ans après. Donc, ce n'est pas un exercice anodin, ce n'est pas un exercice qu'il faut laisser parce que de toute façon, ça va donner quelque chose de négatif. Non, il faut en fait commencer à le faire parce qu'il peut être un peu surprenant dans la méthode de calcul. Donc, nous vous incitons et nous vous encourageons à que chaque déclaration de dépenses, vous travaillez ces points en gestion de projet, vous nous les apportiez et on puisse solidifier l'information du traitement des recettes de votre projet. Bien, je vais aller à la fin pour l'exemple, bien, qui est en fait le tableau Excel qui est fourni pour l'estimation des recettes qui résultent d'un calcul un petit peu compliqué, mais qu'il est important d'alimenter. Et maintenant, nous allons rentrer en fait dans les définitions de chaque colonne pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'estime, comment je l'estime, quels sont les éléments à tenir en compte et quels sont les éléments à ne pas tenir en compte. Donc, vous voyez qu'il y a une partie d'investissement qui est assez facile, une partie d'exploitation où on va rentrer dans qu'est-ce que je mets dans les coûts d'exploitation, une partie de recettes, qu'est-ce que je mets ici dans les recettes, et la partie de valeur résiduelle, qu'est-ce que je mets comme valeur résiduelle. Et pour combien d'années, pourquoi toutes ces années, combien de temps, comment ça se calcule et qu'est-ce que ça peut donner. Puisqu'il y a après des formules qui donnent une résultante sur l'ajustement ou non du FEDER. Donc, je reviens pour balayer en fait les différents concepts. Donc, le premier, c'est celui des recettes ou des revenus. On entend par recette encaissement. Donc, on inclut les prévisions de recettes qui proviennent de l'utilisation de l'infrastructure soumise à un paiement direct d'une redevance, d'un taux de péage, de tickets par les utilisateurs, mais aussi la vente ou la location de biens ou de services générés par le projet, à savoir, comme je disais, une salle ou un bâtiment ou une infrastructure qui va être louée, cédée, mise en exploitation d'une façon X ou Y et qui va permettre une entrée de fonds soit au bénéficiaire directement, soit à un autre bénéficiaire par un accord de gestion, etc., qui puisse être mis en place. Donc, ces recettes doivent être incluses conformément aux prévisions et aux circonstances financières qui sont accréditées au moyen de certificats, procès-verbaux, des études, autres documents économiques et financiers. Souvent, au niveau des organismes publics, il y a en fait des accords de prix tarifaires qui sont stipulés, qui sont connus et qui sont donc publics, ou des mises en exploitation qui sont aussi gérées d'une façon contractuelle et conformément à la législation locale ou nationale et qui sont donc aussi publics. Donc, il y a toujours des éléments en fait qui sont là, qui vont pouvoir
encadrer la définition des recettes. Et puis après, il y a le flux d'encaissement qui donc va être l'élément comptable que vous allez reconnaître dans votre compte de résultat comme une recette et qui donc va être un nombre de tickets, etc., comme je disais avant. Donc, j'ai fait un petit résumé ici, les taux, les tarifs, des péages, des honoraires, des loyers, des commissions, d'autres produits. Voilà la typologie de l'élément recette ou encaissement ou entrée qu'il faut prendre en compte pendant et après. Donc, certaines vont être réelles et d'autres vont être hypothétiques, elles vont être estimées. Et elles peuvent être un mix, c'est-à-dire j'ai une mise en exploitation pendant la dernière année du projet, j'ai une situation concrète avec des éléments réels et j'ai une perspective pour les années à venir qui est basée sur tel et tel élément ou tel indicateur de prix ou d'affluence qui va me permettre de faire une estimation à futur. Donc, la recette ou l'encaissement n'est pas réel, il est estimable ou à estimer. Bien, de la même façon, pour les dépenses, la typologie des dépenses ou paiements, ce sont les décaissements. On parlait avant d'encaissement, maintenant on parle de décaissement attendu de l'exploitation, de la vente ou de la location d'infrastructures ou de la prestation de services basée sur cette infrastructure qui n'existait pas avant le projet et qui donc est une augmentation au compte de résultats qui est nouvelle dans l'exercice dont on est en train de parler ou les exercices futurs. Bien, ces coûts doivent être inclus conformément aux prévisions aux circonstances financières accréditées, aux moyens de certificats, comme j'expliquais avant, et autres documents économiques et financiers au moment de l'estimation ou de la présentation de la situation qui est faite. Bien, alors, ces coûts de production ou ces coûts d'exploitation, en général, c'est les coûts de personnel. Ce sont les fournitures qui sont nécessaires à cette exploitation. Ce sont tous les entretiens et les coûts de renouvellement du petit matériel qui doivent être pris en compte. Donc, il est rare que la mise en exploitation d'une infrastructure ou d'une activité se fasse de par elle-même. Elle requiert une exploitation et des coûts associés à cette exploitation. Ces éléments-là peuvent être en fait variables. Donc, on peut avoir pendant la première année un volume ou 2-3 mois d'exploitation. Les années d'après, on peut avoir des saisonnalités et donc des estimations qui peuvent être variables selon les années, selon les prévisions, selon les plans de fonctionnement, les plans d'exploitation ou d'autres projets qui aussi interactuent au futur. La partie de coûts fixes, donc celle-là, parfois, elle est un petit peu plus difficile à appliquer. Il faut voir sur d'autres exploitations similaires ce qui peut être raisonnable. Ici, on va vérifier qu'il y ait une raisonnabilité dans les coûts fixes qui sont appliqués à l'exploitation. Comme je vous disais, les coûts de rénovation d'équipement ou d'autres coûts, les assurances, etc. Les éléments qui sont à exclure et qui ne sont pas à tenir en compte sont en fait de trois natures. L'amortissement. Donc, si vous avez d'un côté l'investissement, vous ne pouvez pas avoir son investissement et chaque année son petit bout d'amortissement, puisqu'en fait, il est doublé. Donc, l'amortissement est à exclure. Les provisions, s'il y a certains organismes ou entités qui travaillent avec un système de provision pour risque ou de provision associée aux coûts fixes, elles sont à exclure parce qu'en général, la détermination et la quantification sont avec des critères qui ne sont pas définis dans la réglementation de la Commission. Et les autres éléments ce sont tous les intérêts financiers ou les frais financiers qui sont liés au financement de l'opération qui sont à exclure. On est en train de parler de
de dépenses d'exploitation et on ne rentre pas dans les dépenses financières ni dans les dépenses fiscales. Elles sont complètement exclues du règlement. Bien, nous avons donc vu la partie encaissement, la partie recette, la partie dépenses d'exploitation et la partie paiement. L'investissement, je ne suis pas rentrée, il est ce qu'il est. Donc l'investissement, c'est la valeur qui est présentée au projet, ou si le financement du projet n'est que partiel et il existe d'autres financements et la valeur de l'investissement est plus large, il faut tenir en compte en fait cette analyse au niveau total, complet. C'est-à-dire, si l'exemple qu'on va voir après, il est sur un investissement d'1,2 million, mettons que j'ai construit une petite auberge et il y a un parcours qui part de cette auberge et tout est financé par Poctefa, on présente 1,2 million. Mais si cette auberge, elle, mettons, me coûte 3 millions et seulement 1,2 million est passé à Poctefa, il faut que je fasse l'analyse sur les 3 millions, puisqu'en fait, je vais avoir des rentrées et des sorties pour la mise en exploitation de cette auberge. Il faut que je le fasse au niveau complet et après, le système de calcul va proratiser, va arriver à voir la partie proportionnelle qui applique à Poctefa. Bien, donc dans le cadre de l'investissement, il faut qu'il soit complet et la valeur résiduelle, en fait, elle doit être calculée en utilisant une des 3 méthodes qui est préconisée, proposée par la Commission européenne, c'est-à-dire au futur, quelle va être la valeur résiduelle de cet investissement. Donc cela peut être soit la valeur de marché, la valeur de liquidation de l'actif correspondant, soit la valeur résiduelle de tous les éléments d'actifs et de passifs, si on rentre plus dans un fonds de commerce donc qui associe des éléments d'investissement à des éléments d'actifs. Oui. Adèle, dis-moi. Ah, un instant. Oui. No sé qué es esto. Ici, Adèle. Oui. Présente. Donc, elle peut parler? Oui. Je croyais qu'elle pouvait déjà. Vous n'entendez pas? Ah, parfait. Bah, Adèle Voyeux, vous m'entendez on était là? présents dès le début, en fait. On vous écoutait, on suivait la formation. C'est vrai? Entendez-vous au fond. Mais c'est moi qui n'entends pas. C'est nous qui nous entendons. Si, là, on vous voit et on vous entend. Ah, c'est bien. Parfait. Nous, Très bien. Si vous voulez intervenir, parce que des fois, je me perds un peu, ou si vous voulez recentrer certains éléments, vous êtes plus que bienvenus. Vous y allez. Parce que bon, voilà. Et je suis contente de vous voir. Bien. Non, mais c'est très bien. Nous, on écoute, hein, on prend des notes. Non, c'est Christina qui m'a dit que je n'avais pas cliqué sur le petit bouton de partage. Bien, je suis tellement dans la présentation. Bien. Très bien. Alors, donc, le dernier élément qui est celui qui est préconisé comme étant idéal, c'est la valeur actualisée des flux de trésorerie nets attendus au cours des années de vie économique. Ce qui veut dire, en fait, c'est qu'il y a une vie économique qui est celle de l'exploitation du projet, qui peut être différente à la période de référence qu'on va voir juste après, que nous préconise la Commission européenne. Alors, ce concept n'est pas évident à comprendre. Il faut vraiment aller au cas par cas et raisonner, voir combien d'années j'amortis en fait mes actifs ou mon investissement et cette période de référence qu'on va voir tout de suite, comme ça, qui s'appelle horizon temporel, qui correspond au nombre d'années pour lesquelles des prévisions sont faites pour l'analyse coût-avantage. C'est notre cas de référence. Ces prévisions, elles doivent être formulées pour une période appropriée à la durée vie économique utile du projet. Donc, la durée varie en fonction de la nature de l'investissement.
je vais directement passer sur, en fait, ces périodes de référence qui sont une annexe du règlement 480. Vous allez voir qu'ici, on est en train de parler de chemin de fer, d'approvisionnement en eau, de routes, de ports, d'aéroports, de transports urbains, d'énergie, c'est-à-dire des grandes infrastructures. Et il faut quand même reconnaître que l'analyse coût-bénéfice ou le déficit d'investissement a beaucoup de sens par rapport à ces grandes infrastructures. Nous, on a quand même des infrastructures entre guillemets toutes petites, mais qui rentrent plus dans la catégorie recherche et innovation 15-25 ou la catégorie infrastructure des entreprises 10-15 ou la majorité des fois autres secteurs 10-15. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une projection à faire sur 10-15 ans qui parfois n'est pas évidente, mais qui nous demande de la même façon qu'une grande infrastructure de corriger le FEDER qui a été attribué d'une façon objective, quantifiée et solide pour qu'il n'y ait pas en fait un excédent de FEDER parce que d'autre part au futur, on va récupérer une partie de fonds d'une façon inhérente à la gestion et la mise en exploitation du projet. Donc, faut tenir en compte ces références-là temporelles et les, disons, associées ou articulées avec les périodes d'investissement comptable qui sont dans les livres. Donc, en fait, c'est là où il faut un petit peu réfléchir. Qu'est-ce que je fais de ces investissements? Comment je les amortis? Quelle période de référence? L'idéal étant qu'en fait, il y ait une coïncidence entre la durée et la vie économique du projet et la référence qui nous est dictée par la Commission européenne. Bien. Bon, ici, j'ai expliqué un petit peu, en fait, l'année référence où on peut, en fait, avoir plusieurs phases dans les projets avec des activations d'une partie du projet pendant une année. Donc, il va falloir calculer sur la première partie ou la première phase, puis l'année suivante, on peut avoir une infrastructure qui se complète et donc des éléments de référence un petit peu différents. Bien, l'autre élément à prendre en compte en fait dans le calcul, c'est que la Commission européenne nous donne un taux d'actualisation de 4% à futur en fait. Donc, de la même façon que le calcul de valeur actuarielle, il y a ce taux d'actualisation qui est recommandé. On va rester à 4%. On peut utiliser un autre taux, mais il faut vraiment le justifier et normalement, on reste sur le 4%. Bien. Alors là, si vous êtes accroché, il y a un bon nombre de définitions qui en fait doivent être vues à tête reposée. Donc j'ai laissé en fait le calcul qu'on va voir un petit peu après et que je préfère vous raconter pour que vous compreniez la logique de l'exemple et vous ayez un petit peu une base de compréhension au moment de se poser les questions pour faire les estimations. Donc, on part sur un investissement d'1,2 million. J'ai pris cet exemple. Alors, ici, j'ai pris, en fait, il y a une erreur dans la slide, c'est 15 ans d'activité et 15 ans d'amortissement et un volume annuel d'activité différent. Alors, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais cela m'a paru le plus réaliste possible avec les projets que l'on a dans notre programme. Donc, mettons qu'on ait construit cette auberge dont on était en train de parler, qui n'est un projet que pour Poctefa et qu'on a fait en 2019 200 000 euros. Donc, j'ai des factures de 200 000 euros d'investissement actif, donc mise en service. Et l'année prochaine, je vais terminer, je vais avoir la fin des travaux et je vais avoir 1 million d'euros.
Pendant l'année 2019, oui, j'ai fait un bout du bâtiment, mais en fait, c'est pas encore opératif, donc l'exploitation n'a pas été active. Donc, j'ai 0 recette, j'ai 0 coût d'exploitation. Et l'année 2020, j'inaugure, on a fini le projet, on a rempli les indicateurs et on met en exploitation l'infrastructure. Et on détermine sur une période de quelques mois des entrées de 50 000 € et des coûts d'exploitation de 75 000. Et pendant 15 ans, je vais dire qu'en fait, cette année, j'ai eu, je ne sais pas, 4 000 visiteurs. L'année prochaine, je vais en avoir plus. L'année suivante, je vais en avoir plus parce que tout le monde connaît. Il y a une activité qui se développe, d'où nos financements. Et les coûts sont toujours les mêmes parce que qu'il y ait de 4 000 personnes, j'ai toujours besoin du même nombre de personnes. Il faut maintenir l'infrastructure. Bon, ici, c'est vrai que l'électricité ou certains coûts variables peuvent varier, mais j'ai fait quelque chose de linéaire à 75 000. Et au bout des 15 ans, en fait, j'ai 300 000 € de valeur résiduelle de mon bâtiment sur la valeur du marché ou que j'estime ou que j'ai pas encore terminé d'amortir de valeur du marché. J'estimais que la valeur raisonnable, c'était 300 000 €. Qu'est-ce que cela nous donne au niveau annuel et au niveau de l'horizon temporel des 15 ans? J'ai un flux de trésorerie net qui, vous voyez, est négatif la première année. J'ai sorti 200 000, donc bien le concept décaissement-encaissement. J'ai sorti 200 000, j'ai sorti 1 million 25 000, j'ai sorti 5 000 €. Et puis, au bout de l'année 8, je commence à avoir une rentrée positive nette de 5 000, etc., etc. Mais sur la période, en fait, de 15 ans, j'ai un flux de trésorerie net de 920 000 € sans tenir compte du financement que j'ai eu de la part du FEDER que j'ai eu de la part de Poctefa. Bien, donc partant de ce décaissement de 920 000 € sur la période estimée de 15 ans, alors on ne voit pas bien hein, parce que vous aurez la présentation, elle vous sera mise à disposition. On calcule dans l'étape 2 le calcul du déficit de financement sur l'ensemble du projet. D'accord? Donc, en fait, ici, c'est pour ça que je vous parlais de la partie Poctefa ou pas Poctefa. On a dit qu'on faisait un projet qui n'est financé que par Poctefa. Donc, les chiffres sont, l'ensemble du projet sont identiques au projet Poctefa. Mais il pourrait s'avérer qu'en fait, les 1,2 million font partie, comme je vous disais avant, d'une structure beaucoup plus large de 6 millions et que le tableau antérieur, il est calculé sur les 6 millions. Dans l'étape 2, on fait le calcul du déficit de financement de l'ensemble du projet, voir ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est qu'ici, en fait, on a des recettes nettes actualisées qui sont les recettes actualisées plus la valeur résiduelle actualisée, c'est-à-dire sans tenir compte de l'investissement, où en fait, c'est positif de 139 000 €. Donc, c'est toutes ces années où j'ai soit décaissé et puis après, j'ai encaissé et puis comme j'ai une valeur résiduelle sur le marché de 300 000 €, finalement, j'ai une recette nette actualisée positive de 139 000 €. Bien. Et un déficit de financement de 977 000 € puisque j'ai investi, les 1,2 million sont devenus 1,116 000 avec la valeur actualisée. Donc, au net, j'ai un déficit de financement de 977 000. À l'étape 3, le calcul de l'assiette éligible sur la partie du projet cofinancé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, sur
1,2 million, ici, je renseigne la partie éligible qui est 1,2 million, puisqu'on parlait que pour CTEFA, c'était 100% du projet. Mais le taux de déficit de financement, qui est en fait le déficit de financement, les 977 000, sur la partie de recettes nettes actualisées, me dit que je suis à 87,50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si mon taux de déficit de financement il est supérieur à 100, ça veut dire que je suis en négatif sur l'opération au complet. Mais ici, je suis en dessous de 100, ce qui veut dire que mon taux de déficit de financement, je décompte en fait les recettes nettes actualisées que j'ai pu obtenir. Donc, l'assiette éligible, elle n'est plus à 1,2 million. Il faut déduire en fait ces recettes que j'ai actualisées sur les 15 ans. L'assiette éligible pour calculer le FEDER, elle devient à 1,50 million. Et donc, le calcul du FEDER à 65% qui doit être après ajusté par l'assiette éligible à retenir, qui est le minimum entre le déficit de financement et l'assiette éligible. Alors, vous voyez, ça devient un petit peu plus compliqué. À 65% me donne un FEDER de 635 000. Or, CTEFA m'avait donné 780 000, qui est 65% d'1,2 million. Donc, ça veut dire que je dois rendre une partie du FEDER au programme, puisqu'en fait, au futur, je vais récupérer par l'activité, la mise en exploitation inhérente au projet, une partie des fonds. Donc, vous voyez que ce calcul de déficit de financement d'assiette éligible, d'assiette à retenir, demande un travail d'estimation à l'amont très important, de calcul, de simulation, que nous comprenons n'est pas évident pour vous. Et nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous accompagner. Cependant, le message qui a été formulé par Virginia Diaz, la partie KPMG Espagne avant, et que je pense que vous, depuis Paris, KPMG, vous partagez. Je vais aller à la dernière slide. D'accord? C'est que il est obligatoire de faire cette analyse coût-bénéfice, même si cela est compliqué, même si cela vous paraît impossible, les éléments de réponse sont souvent là, mais on ne sait pas comment les quantifier. Donc, il faut avoir cette vision de perspective, comme si vous alliez à la banque en fait pour présenter une demande de financement avec un calcul du retour de l'investissement et une projection de l'exploitation à plusieurs années. D'ailleurs, nous avons l'obligation au moment de la programmation de faire ces calculs de coût-bénéfice et d'ajuster à l'amont le FEDER, chose qui, n'ayant pas été faite, doit être compensée à chaque certification de dépenses, apporter tous les éléments nouveaux et si l'analyse n'a pas été faite, être faite. Donc, la recommandation que nous vous faisons autant de l'AG, du secrétariat conjoint et du contrôle premier niveau, c'est que vous commenciez, si vous ne l'avez pas déjà fait, et que vous mettiez ce travail d'une façon prioritaire dans la gestion de vos projets pour la présentation de la prochaine certification de dépenses, sachant que ici, vous êtes présents les projets du premier appel à projet et du deuxième appel à projet qui ont déjà une maturité d'exercice d'opération important et qui, malgré certains reports, devraient se terminer dans l'année 2019-2020, maximum 2021. Donc, il y a déjà en 2019 et en 2020 beaucoup d'éléments pour faire les estimations et nous sommes là pour vous accompagner. Donc, le second point, c'est que si cette estimation
ne peut être faite, il faut identifier les facteurs manquants pour faire cette estimation et pas seulement répondre oui, non. Non, parce que je ne dispose pas du volume. Non, parce que les tarifs n'ont pas encore été décidés. Non, parce que la mise en exploitation n'est pas encore définitive. Et tout ce qui est provisionnel et tous les éléments de réponse qui sont, disons, probables ou avec une valeur qui est plus ou moins réaliste ou approximative, doivent être mises à jour à chaque moment de la vie du projet, indépendamment des certifications, pour tenir en compte de ce qui peut être au futur et des implications que cela peut avoir sur le FEDER. Et ici, j'ai mis un dernier point, c'est qu'en fait, cette mise à jour qui est critique, bien sûr, à la fin du projet où normalement l'investissement il est achevé puisque vous certifiez les dépenses. Il est plus ou moins opérationnel et vous connaissez plus ou moins le mode d'exploitation. Si cela n'est pas encore statué, ça va être statué dans l'année suivante ou l'année d'après au maximum. Et on a en fait une obligation de suivi pendant 3 ans. Donc, c'est pas le projet, il est fini, on termine le projet, on a le dernier paiement, on a fait nos investissements et après on oublie Poctefa. Non, il y aura un suivi pendant les 3 années qui suivent. Excusez-moi pour la répétition du mot suivi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le programme ne se clôt pas immédiatement. Nous avons une continuité de la gestion du programme et donc nous avons le FEDER n'est pas fermé tant qu'on n'aura pas fermé le programme et cela se fera a posteriori. Donc voilà un peu nos recommandations. Je ne sais pas si Adèle Voyeux et les collègues veulent rajouter quelque chose, ils sont bienvenus. En tout cas, nous sommes tous à votre disposition pour vous aider dans cet exercice qui, nous sommes conscients, n'est pas simple, mais malheureusement est obligatoire et est à faire le plus tôt possible pour éviter tout type de surprise, parce que c'est vrai que le méthode de calcul peut mener à des ajustements non prévus. Bonjour, nous du côté. Je vous remercie pour votre assistance. On voudrait. Je laisse quand si même, vous voulez parler depuis Paris et bien sûr toutes vos questions sur le chat sont bienvenues pour bien qu'on puisse les déclarer toutes les répondre. recettes, que ce soit dans l'attestation des dépenses, mais aussi dans le formulaire de candidature. Tout ça va bien sûr pour nous faciliter la tâche et même si par exemple des recettes ne sont pas déclarées parce que vous êtes éligible aux aides d'État, enfin bien tout documenter et bien mettre au clair pour nous et pour justifier, parce que nous de Paris, c'est vrai que souvent nous recevons les documents, mais il n'y a pas forcément des explications ou c'est pas, donc vraiment tout mettre bien au clair et le tableau d'analyse coût-bénéfice aussi toujours très important quand il vient analyser les recettes. Nous, c'est surtout beaucoup de clarté et s'assurer que tout est bien déclaré dès le début pour que plus tard, il n'y ait pas des malentendus, disons. Et on est ouvert à toute question aussi, bien sûr. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Comme je disais, en fait, nous n'avons pas énormément d'assistants du côté français. Donc, si vous avez le besoin de poser n'importe quelle question, on peut vous répondre facilement online. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, on va peut-être attendre 30 secondes. Sinon, nous vous remercions pour votre écoute et restons, comme dit, à votre disposition, ainsi que KPMG, l'équipe de KPMG également. Voilà, je vois pas de questions qui arrivent. Donc, oui, je sais, oui.
Donc, merci beaucoup. Bonne continuation. Beaucoup de succès pour l'accomplissement de vos projets et les certifications et la pertinence des informations derrière. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.